Damien Deville, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato. Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'en est la coutume ici, je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement. Qui est Damien Deville? C'est précisément ce qu'on va prendre le temps de découvrir, ce faisant au cours de cet échange. Je me demandais pour première question, comment perçoit un jeune homme plutôt dans la catégorie brillant, conteur, chercheur, je crois que tu jouis déjà d'une double nationalité, enfin voilà, tu es quelqu'un qui capitalise quand même un certain nombre de compétences. Comment tu perçois cette prédiction d'Antonio Guterres, le patron onusien donc de cette planète, qui nous dit que très probablement, la fin de l'humanité, voire du vivant, est envisageable à peut-être une centaine d'années. Merci déjà, Michel, pour cette belle présentation. Je ne suis pas sûr de mériter autant, mais c'est vrai qu'une réflexion qui a été fondatrice de nos travaux, je dis nos parce qu'on les a travaillés ensemble, notamment avec un autre anthropologue qui s'appelle Pierre Spilowa, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, c'est de se dire qu'on est né dans une génération, les générations des années 90, qui n'ont pas connu, pendant leur enfance en tout cas, de grandes révolutions économiques, industrielles, politiques, mais plutôt l'entérinement d'un modèle qui a beaucoup uniformisé les lieux, les territoires, nos manières d'être et de parler, et que cette même uniformité crée aujourd'hui de la précarité, quoi. C'est l'une des grandes hypothèses qu'il y a dans nos travaux et qu'on essaye d'illustrer dans les territoires notamment, c'est qu'uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la transition écologique, au nom de la transition sociale, parfois on se met à miser sur les mêmes démons qui ont entraîné de l'uniformité et donc de la précarité hier. Par exemple, la spécialisation économique et sociale des territoires à des fins de résilience, à des fins de réindustrialisation de la France, si je prends le cas français. Et c'est là où ça peut faire naître un petit peu du pessimisme, quoi, c'est vrai, de notre côté, ce qui rejoint un peu effectivement les phrases des gens de l'ONU. Et d'un autre côté, ce qui me redonne espoir, c'est que... Bon, moi, je suis un petit gars des territoires, et fier de l'être. J'ai parcouru les grandes métropoles aussi, mais dès que j'ai pu, je me suis réinstallé dans des terres de bocage, de là d'où je viens. Et c'est vrai que dans les milieux de l'écologie, on a tendance à valoriser que des choses extraordinaires de forme, par exemple. Un magnifique tiers-lieu, une ferme en permaculture qui marche du feu de Dieu. Par extension, il y a une forme d'immobilisme aussi, à valoriser que ces choses extraordinaires, parce qu'on se dit, de bien des manières, à bien des endroits, on n'y arrivera pas. Et pourtant, lorsqu'on dévoile les territoires, lorsqu'on repeuple un peu nos cartes, nos projections, la flèche du temps, on se rend compte que il y a mille et une manières de tisser le lien dans les territoires, parfois des choses très simples, mais qui répondent à la même épopée. Deux exemples peut-être qui me tiennent à cœur. Saint-Omer, c'est l'un des derniers marais habités de France. Donc c'est dans le nord, hein, sur les terres du nord. Et là-bas, le facteur livre toujours du courrier en barque au marais. Et j'ai dans l'idée qu'il ne met pas simplement un bout de papier dans les boîtes aux lettres. Il met toutes les couleurs du marais dans le sens où il est l'un des agents qui conditionne le fait qu'on puisse continuer à vivre le marais demain. Et par l'entretien des canaux, il permet également des lieux de nidification pour les cigognes, par exemple pour les cygnes, etc. Leur pratique conditionne la capacité des non-humains à continuer à vivre le territoire aussi. Autre exemple, c'est dans le village dans lequel j'habite actuellement, dans le sud de la Sarthe. J'ai repris la maison de ma grand-mère, à laquelle j'étais très attaché.
Et le club de Scrabble du village, c'était beaucoup pour elle. Alors ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais quand tu as 93 ans comme ma grand-mère, ben c'est beaucoup de choses un club de Scrabble. C'est déjà un outil de santé publique. C'est de la dextérité, c'est de la mémoire, c'est le travail du verbe et du mot. Mais c'est aussi un outil de lien, d'appropriation des lieux, un endroit où on peut faire ses doléances au maire. Bref, c'est ce type d'association très anodine en soi dans les grands modèles de développement qui, sans elle, les villages s'écroulent dans le sens où des relations se brisent. Il y a un monde commun, au fond, entre la magnifique ferme en permaculture et le club de Scrabble de ma mamie. Mettre en mots ce monde commun et le mettre en horizon démocratique, entrepreneurial et politique, je pense que ça peut réconcilier beaucoup de gens autour des territoires et les mettre en mouvement, quoi. Et c'est pour ça que malgré effectivement la catastrophe en cours, finalement être au contact des territoires au quotidien, c'est la chance qu'on a en tant que géographe. C'est presque ce qu'il y a de plus beau dans notre métier. Et essayer d'en dévoiler des récits de la compassion comme ça, c'est ce qui me fait rester optimiste d'une certaine manière. J'ai l'impression entre les mots que tu proposes cette interprétation de Darwin qui existe, je ne l'ai pas du tout inventé, que la vie fondamentalement n'irait nulle part. La vie n'a pas de sens a priori. La vie serait par nature luxuriante. S'adapterait en permanence à des réalités écosystémiques et en fonction des climats, des invasions, des maladies, des animaux qui peuplent en fait de façon assez locale en fait l'endroit où on la regarde, où elle se situe, donne des résultats extrêmement différents et très luxuriants, et que bon an mal an tout ça finalement arrive à vivre assez simplement et assez harmonieusement. Au-delà des tensions qui peuvent apparaître, y a un relatif bonheur dans cette luxuriance. L'erreur énorme qu'on est en train de commettre dans notre monde néolibéral, c'est que précisément, on est tous attachés à un même récit. Et donc, de ce fait, on a tendance à tous vivre de la même façon, tous commettre les mêmes erreurs, tous, en fait, se niveler culturellement, se niveler dans notre façon d'habiter le monde, et que précisément, la nature n'est pas en mesure de résister à cette uniformisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à des effets de rupture, on dépasse des limites physiques, et ça c'est un universel qu'il est difficilement possible avec sérieux de remettre en cause. Et d'ailleurs, parfois les acteurs de la transition, ou ceux qui se nomment comme tels, trichent avec les limites physiques, quoi. Dans le débat public, si on remet la physique en cause, ça devient trop compliqué, quoi. Ça devient trop compliqué de recréer du lien, quoi. Et donc effectivement, ces limites physiques, voilà, c'est la science, c'est universel, nous montre qu'effectivement, il y a des effets cliqués et des dynamiques qui sont irréversibles. C'est-à-dire même si demain on arrête de polluer, on arrête de détruire la biodiversité, c'est trop tard, il y a des branches qui ont cassé. Et même si on retire notre main, si on retire la contrainte, la branche va rester cassée. On va perdre de la biodiversité terrestre, on va perdre très sûrement le Groenland comme structure glaciaire, au fond. Ça va devenir des terres arables, mais ça va dérégler pas mal le climat. Par contre, dans les milieux de l'écologie, on a tendance également à penser que l'humain est forcément délétère pour le milieu, quoi. Que par ses modes d'habiter, il détruit son environnement. Et c'est vrai, dans le sens où les trajectoires historiques des modèles occidentaux ont été marquées par une domination majeure des groupes d'humains avec l'environnement dans lequel ils vivaient. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité car certains modes d'habiter sont capables de catalyser la biodiversité, d'aggrader les territoires, ce qui est le contraire de dégrader. Et ça, c'est le cas y compris chez nous, comme ça. Il y a de l'altérité persistante d'un territoire à l'autre qui n'est pas au cœur des modèles de développement, mais qui nous montre à la lumière d'une archive, quoi. Qui nous montre les possibles pour demain. Exemple, l'un des milieux les plus riches en termes de biodiversité spécifique en France, c'est-à-dire là où on trouve le plus d'espèces au mètre carré, c'est les prairies alpines. Les prairies alpines qui existent en grande partie par les structures agraires des éleveurs qui mettent leurs animaux en estive. S'il n'y avait plus d'éleveurs sur les prairies alpines, le milieu se refermerait, deviendrait une forêt sous les climats tempérés, qui est certes beaucoup plus stable d'un point de vue écologique, mais moins riche en termes de biodiversité.
Ce qui crée la mosaïque de diversité faunistique et floristique, c'est ce patchwork entre des espaces fermés, des espaces plus ouverts et par extension, certaines réciprocités entre l'humain et le non-humain. J'ai essayé dans l'un de mes travaux d'illustrer cette hypothèse en terre africaine. Au Burkina Faso, il y a un homme qui est connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Et son histoire commence dans les années 80 lorsque son village, tout au nord du pays, aux portes du Grand Sahara, est rattrapé par des vents chauds, provoquant sécheresse, puis famine, au point que les 3/4 des familles décident de partir du village pour aller chercher les espoirs d'une vie meilleure dans la grande ville. Et Yacouba, lui, à contresens, reste dans son village et se met à planter des arbres. Sans discontinuité pendant 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Déjà, il a planté des arbres en évitant des paradigmes liés à l'uniformité. Il a planté des arbres en réconciliant les différents types de savoirs qui pétrissaient son milieu. Des savoirs familiaux. Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale qu'on appelle les faiseurs de nuages au Burkina Faso. Voilà, des gens qui étaient appelés aux 4 coins de l'Empire Mossi pour ramener l'eau lorsque cette dernière se faisait trop attendre. Ça, c'est des secrets qui sont bien gardés. Hein. Yacouba ne m'a pas communiqué malheureusement les secrets qui permettent de ramener la pluie. Mais c'est bien comme ça. Ça laisse des silences dans sa vie, quoi. Et les silences ont toujours fait partie de la musique, d'une certaine manière. Des savoirs agronomiques, c'est un véritable paysan-chercheur. Toute sa vie, il a observé le territoire, il a essayé d'en tirer le meilleur, grâce aux techniques de l'agroécologie notamment. Et puis, des savoirs spirituels, ça c'est très propre au monde ouest africain. Voilà, il a puisé aussi dans les héritages de l'islam et les héritages animistes. Résultat des courses, 40 ans après, sa forêt fait 40 hectares, le hérisson, la biche sont revenus, et des villageois se sont réinstallés, cultivant le mil, le sorgho. On entend de nouveau les enfants jouer dans les rues, les forgerons teinter l'enclume. Au fond, il a réouvert tout un réseau d'opportunités à l'échelle du territoire grâce à sa forêt. Car certes, sa forêt a reverdi le paysage, mais elle a surtout reverdi en grande partie les esprits, dans le sens où maintenant les paysans ils peuvent vivre de nouveau dignement de leur métier, s'habiller proprement, envoyer de nouveau leurs enfants à l'école. Ils se sont réappropriés le lieu, quoi, et des futurs désirables à l'intérieur de ce lieu. Si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village voisin, quoi. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant complètement sa manière d'habiter, qu'il a sauvé la vie et qu'il a même amélioré le territoire, puisqu'il y a plus de biodiversité maintenant dans son territoire qu'avant la sécheresse des années 80. Et ces formes de récits qui nous viennent d'ailleurs, c'est des cannes, c'est des guides, c'est des épaules pour nous. Parce que ça nous montre que, voilà, en nous inspirant de ce qui se fait ailleurs, on peut essayer de petit à petit réparer ces formes de traumatismes territoriaux dont nous sommes en grande partie les héritiers. Ça peut aller vite de remettre du vivant dans les territoires. C'est ce que tu disais, Michel-Marie, le vivant déborde assez rapidement, quoi. Mais pour ça, il faut retourner y habiter, pas y habiter n'importe comment, il faut essayer d'y catalyser la biodiversité, etc. Ce qui est long, c'est de briser ces chaînes invisibles, ces inerties, qui sont des fabriques politiques, hein, des fabriques en termes d'imaginaire, qui nous relient aux grandes métropoles, aux grandes villes, aux grands flux financiers, aux grands flux globalisés. 5 copains qui reprennent une ferme en Cévennes, au bout d'1 an, ils auront amélioré le territoire. Ce qui est long, c'est de se dire « Ok, je quitte Paris pour aller vivre en Cévennes ». Et puis derrière, il y a des enjeux du fonctionnement des sociétés, du fonctionnement démocratique. C'est-à-dire qu'on ne se réinstallera pas en Cévennes, on ne se réinstallera pas dans le sud de la Sarthe, chez moi, s'il n'y a pas de médecins, si les routes sont plus dangereuses que dans les grandes métropoles, si il y a peu d'opportunités sociales et économiques. Si aussi, ça c'est quelque chose de très important, on n'a pas une fabrique des imaginaires et une fabrique démocratique qui rend justice à cette diversité des mondes. En France, au fond, on a une fabrique des imaginaires qui est également très uniforme. Hein. C'est lié à notre histoire qui nous a séparés des territoires, aussi à notre histoire très centralisée. Ça, c'est propre à la France. Si on va au cinéma, par exemple, tous les films se passent dans les grandes villes. Et comme la France reste un pays très centralisé, tous les films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les 3/4 du pays. Et lorsqu'on n'est pas représenté dans la fabrique des imaginaires, comment se projeter, au fond, autrement dans des territoires pourtant parfois qui nous tiennent à cœur. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu à remettre en diversité la fabrique des imaginaires
pour pouvoir reprojeter des différents possibles d'un territoire à l'autre. Donc on voit à quel point c'est ça qui est difficile, c'est on pourrait vite changer le processus, mais ça demande de travailler un système tellement complexe, tellement global, qu'on est confronté à des inerties qui sont très difficiles à détisser, très longues à détisser. Pour changer efficacement de système, faudrait déjà en avoir envie. Et j'ai l'impression que la narration néolibérale est quand même très 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 bien implantée aujourd'hui politiquement dans l'ensemble des pays de la planète, hein, et surtout des pays très puissants. On voit bien aussi que l'ensemble de la presse, alors en France c'est criant puisque ce sont plus que des milliardaires aujourd'hui qui tiennent la narration, mais partout dans le monde en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc on n'est même pas certain, les gens n'arrivent pas à repérer ce qui pourrait éventuellement s'envisager, parce que une presse mainstream planétaire en fait raconte une toute autre histoire. Donc on en a peut-être même pas envie. Alors le on évidemment pose problème, hein, j'en ai bien conscience, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas possibilité pour le moment de lutter efficacement contre cet ethos néolibéral en fait. Et on est très nombreux à essayer sous les radars de proposer d'autres façons de vivre et d'imaginer le monde, mais est-ce qu'on arrivera à grignoter tout doucement la narration globale, et enfin au point de la fragiliser, au point que des gens se demandent si ou il va plutôt, et j'ai peur qu'il faille attendre qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement lourds, que le système s'effondre quasi par lui-même, pour qu'à un moment donné, les gens se retournent en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et effectivement, il faut changer très vite. Oui, il faudra des indicateurs tangibles. C'est vrai que ça fait penser à un livre de philosophie qui s'appelle « Philosophy in the Flesh », la philosophie dans la chair, qui explique qu'effectivement, les concepts philosophiques travaillés par des intellectuels dans le laboratoire de recherche ne prennent sens au quotidien que lorsque les gens les vivent concrètement dans leur chair. Ouais. Et c'est vrai qu'à cause des chocs climatiques que l'on connaît aujourd'hui, la forêt de brocéliande qui brûle, qui est par extension pas que du bois qui brûle, c'est également des récits, des symboles, des héritages médiévaux que nous mettons en célébration ici en Occident et en France. C'est tout ça qui part en fumée, au fond. Là, ça fait les gens le ressentent dans leur corps, dans leurs affects, dans leurs propres sentiments empathiques, et ça change un peu les états d'esprit, quoi. D'où également la force des imaginaires pour faire ressentir des émotions. Et c'est là où les territoires peuvent être des personnages centraux de nos propres transitions, parce qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Et jouer sur ces liens d'usage et d'affection qui nous relient à des lieux, je pense que ça peut faire réaliser des choses qu'on a du mal à dévoiler, et ça peut tout simplement mettre les gens en mouvement. Et quelque chose auquel je crois aussi, on pourra en reparler, Michel Marie, si tu souhaites, mais c'est que les territoires sont gorgés de poésie. Par leurs courbes paysagères, mais parfois par des choses toutes simples, le club de Scrabble de ma mamie que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai que parfois dans le débat public, je trouve qu'on confond radicalité et vindicte. La radicalité, c'est prendre les problèmes à la racine. La vindicte, c'est de retweeter, et ça c'est pratiqué à droite comme à gauche, de partout, c'est de retweeter telle ou telle personne politique qu'on n'aime pas trop, telle ou telle personnalité qu'on n'aime pas, toujours de manière duale, trop simple, parfois violente, remettant en cause des choses qui nous semblent pourtant évidentes. Et c'est vrai que c'est utilisé parce que ça marche bien. Ça participe à l'influence numérique qui devient une influence sociétale sur les réseaux sociaux. Ça marche bien parce que ça parle au cœur, mais ça teinte le cœur de noir et blanc, là où la poésie parle aussi au cœur, mais teinte le cœur de couleur. Et j'ai quand même dans l'idée, dans l'hypothèse que la couleur a toujours mis plus en mouvement que le noir et blanc. Alors peut-être pas sur Twitter, mais ici à Saint-Étienne, chez moi dans la Sarthe, en tout cas, j'en suis persuadé, quoi. Et les territoires permettent ça, de se réouvrir aux sensibles, de se réouvrir aux interdépendances qui nous lient les uns et les autres à l'échelle des lieux, de nous lier aussi à nos propres héritages, les fantômes qui composaient le territoire hier, et charge à nous de le transmettre à ceux et celles qui sont en train de naître. Tout ça se saisit comme ça, d'une seule et même main à l'échelle des territoires.
Et bon, je parle un peu pour ma paroisse en disant ça, mais moi j'ai envie de parier sur cette échelle-là pour réconcilier les gens et faire en sorte que les choses aillent plus vite. Oui, pour toi, c'est vraiment un problème d'échelle. Et en ça, c'est une opposition franche à cette narration qui nous dit vraiment qu'il y aurait au sein même de l'Homo sapiens des invariants anthropologiques, quelque chose qui semble invincible, qui l'a fait passer de chasseur-cueilleur dans ces petites cellules de 150 individus à un homme contemporain qui vit dans des mégapoles où il y a aujourd'hui des dizaines de millions d'individus, et que on serait fait, vraiment, l'Homo sapiens serait fait pour aller toujours plus vers des échelles plus vastes, vers des narrations plus globalisantes. Il est fait pour aller vers là, comme s'il y avait un sens de l'histoire, et tu t'opposes, toi, quand même carrément à ça, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endroits qui sont trop peuplés et qui formulent des trajectoires de mal-être. Et il y a des endroits comme les Cévennes où la biodiversité s'écroule car le territoire n'est plus habité. Ce qui a permis aux Cévennes d'être classées patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est les agro-écosystèmes liés aux châtaigneraies qui ont été très largement abandonnés par les différentes vagues d'exodes ruraux qui ont marqué la France depuis la révolution industrielle. L'enjeu, c'est qu'une fois qu'on rééquilibre les territoires, c'est d'imaginer de nouveaux modèles de développement pour ces mêmes territoires en évitant les recettes toutes faites. Comme j'expliquais, à travers l'exemple de Yacouba, c'est un bel enseignement. Comme j'expliquais, il est resté, il a sauvé le vivant, tout en changeant complètement sa manière d'habiter. Et donc, à mon sens, la vraie question scientifique, citoyenne et politique, c'est pas tellement de savoir où c'est qu'on peut habiter, où c'est qu'on ne peut pas habiter, mais c'est plutôt de se dire comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques. Et poser la question comme ça nous percute pas mal en France, parce qu'il remet en cause un héritage politique dont nous sommes les enfants, qui est un modèle très centralisateur et très jacobin. Ce qui m'amène à une première conviction, j'allais dire hypothèse, mais c'est plus qu'une hypothèse, c'est une conviction, c'est que décentralisation et vivant sont des combats frères. L'un entraîne la capacité à prendre soin de l'autre. Se pose dès lors une question plus compliquée, c'est quel scénario de décentralisation pour la France ? Effectivement, pour rejoindre dans ce même sens les travaux de Guillaume Faburel ou de Philippe Madec, pensons à l'architecte Philippe Madec qui a été très inspirant également pour moi, c'est de se dire qu'il faut redonner du pouvoir à l'échelle où la relation s'exprime au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une échelle qu'on peut presque dessiner sur une carte, comme ça, avec un crayon, où l'oiseau fait son nid, le castor construit son barrage, et où nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. C'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on va prendre notre café, c'est là où on va au travail, c'est là où on enterre nos proches. On peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie à l'échelle de l'espace vécu. Cette échelle, c'est l'espace de l'émancipation du quotidien. C'est à cette échelle qu'il faut recatalyser la démocratie, qu'il faut recatalyser de nouveaux modèles économiques, de nouveaux liens avec le vivant. Ceci étant dit, détruire tout ce qui existe pour reconstruire ailleurs, ce serait également une sacrée catastrophe écologique. Et donc il y a un enjeu aussi à miser sur ce qui est déjà là, à réhabiliter l'existant. La question, c'est plutôt de changer les usages, de ce qui existe déjà, plutôt que de tout détruire et de tout reconstruire. Ce qui veut dire qu'il faudra faire en partie avec les métropoles. L'enjeu, c'est peut-être qu'elles soient un petit peu moins peuplées. C'est de retravailler des zones de bien-être à l'intérieur de ces métropoles, donc peut-être à l'échelle plus petite, à l'échelle de l'arrondissement. Un territoire à l'échelle métropolitaine, l'échelle de la relation quotidienne, c'est plutôt justement l'arrondissement. Là où chez moi, dans des zones très rurales, ça va plutôt être l'intercommunalité, par exemple. Et puis ça demande aussi, on réparera les gouffres entre les métropoles et les autres types de territoires, et c'est là où je rejoins les travaux de Guillaume Faburel. Ce qui caractérise la métropole, c'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même. C'est la capacité qu'a une grande ville de restructurer toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre, avec pour risque de mettre en vassalité les autres types de territoires. Et ça s'observe bien. Alors les métropoles françaises, il y en a 17, je crois, aujourd'hui. En France, ça couvre environ, au maximum des cas, 45% de la population française.
Je dis au maximum parce que ça fait couler beaucoup d'encre dans la géographie. Où c'est qu'on arrête ces métropoles? Où c'est qu'on arrête le périurbain concerné par ces métropoles? Mais disons qu'au maximum des cas, c'est 45% de la population française. Et pourtant, c'est 86% de la création d'emplois chaque année. Donc on voit en fait les gouffres qu'on a créés entre les métropoles et les autres types de territoires. Donc il y a un enjeu à retravailler cette symétrie à travers de nouvelles formes de réciprocité. Le paradoxe, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que parfois, au nom de lois qu'on estime gardiennes de la transition écologique, on reparticipe à ces gouffres entre métropoles et autres types de territoires. J'ai donné peut-être un exemple très concret, très actuel. La loi du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui d'un point de vue théorique est une loi intéressante. C'est-à-dire qu'on arrête d'artificialiser des sols pour éviter l'étalement urbain. Sauf que l'effet pervers, c'est que les jardins pavillonnaires, par exemple, sont considérés comme des zones artificielles. Et donc, vont être la variable d'ajustement de l'urbanisation par rapport à ces grandes métropoles qui, elles, ne peuvent plus tellement s'urbaniser sur elles-mêmes. Donc on va imposer aux villages pavillonnaires, aux périurbains, de réparer les torts de la concentration des métropoles hier, d'une certaine manière, là où les jardins, pensés autrement, peuvent être des magnifiques refuges de biodiversité, peuvent être des outils qui réintègrent ces zones pavillonnaires dans le territoire auquel elles appartiennent. Les montagnes en Cévennes, le bocage sur les terres de l'Ouest, la garrigue dans la haute vallée de l'Aude, etc. À condition de ne pas plus les urbaniser que ce qu'elles sont actuellement, quoi. Et j'en parlais récemment au Sénat, quoi. On a été auditionné sur cette loi, le zéro artificialisation nette avec d'autres, et j'évoquais cette idée que ces nouvelles politiques liées à l'habitat, car le zéro artificialisation nette est une volonté de lutter contre la crise du logement. On manque de logements en France sans artificialiser ce qui n'est pas artificialisé. Finalement, à des fins de justice territoriale, à des fins de transition écologique, ne peuvent pas être pensés sans développer en parallèle des politiques jardinières, par exemple. Mais ça, c'est un parent pauvre qui est très peu traité dans le débat public. La matrice de ça, au fond, c'est nos propres imaginaires, nos propres fondamentaux philosophiques. C'est-à-dire qu'on a construit nos sociétés sur une forme de dualité entre nature et culture, de séparation entre nature et culture, qui amène des politiques de transition écologique qui continuent à séparer humains du reste de leur territoire, du milieu dans lequel ils s'intègrent. Et je trouve que la loi du ZAN, là, le zéro artificialisation nette, on est le parfait avatar de ça. Alors cette dualité entre nature et culture, d'où elle vient? C'est une histoire qui est très longue. Et c'est pour ça qu'elle sera difficile à contourner, mais il ne faut pas désespérer, il faut aller dans ce sens-là. C'est les lumières pour moi. Alors moi, je dirais qu'il y a 3 moments qui l'entérinent, vraiment. Si je vais du plus récent au plus ancien, il y a aujourd'hui l'ère du numérique, qui continue à nous dissocier des milieux dans lesquels on habite. Il y a effectivement la pensée des Lumières, et notamment la pensée de Descartes. Alors Descartes, c'est 150 ans avant les Lumières, mais sa pensée a été fondatrice pour les Lumières elles-mêmes. Il avait cette fameuse phrase, Descartes, toute l'essence de l'être humain est de penser, et qu'il a besoin pour cela d'aucune chose matérielle ni immatérielle. Sous-entendu qu'on peut penser sans influence. En géographie culturelle, le courant auquel j'appartiens, en géographie, on a tendance à penser le contraire, dans le sens où la couleur de la terre dans laquelle on grandit nous influence. On est des êtres relationnels, donc nos pensées se fabriquent en réciprocité avec ce professeur qui nous inspire, ce parent avec qui on a envie d'être dans une continuité, ou à contrario, dans un modèle de rupture, avec nos propres amis qui nous aiguillent, etc. Et puis, il y a un événement encore plus ancien, qui est très performatif également dans nos sociétés occidentales, c'est l'émergence des religions monothéistes, et notamment un moment fondateur qu'on retrouve dans les 3 textes sacrés, le Coran, la Bible et la Torah, qui est lorsque Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, c'est des injonctions de l'humain par rapport à lui-même. Tu ne tueras point, tu prendras soin de ton prochain, tu ne voleras pas. Mais c'est en aucun cas des injonctions de l'humain par rapport au milieu dans lequel il vit au quotidien. C'était la première forme d'un grand déracinement qui a fabriqué les imaginaires contemporains, en tout cas en Occident. Et ça se voit au quotidien dans nos manières même de parler. Le mot qu'on utilise le plus en français, par exemple, c'est le « je », J-E, qui nous caractérise comme un absolu déconnecté du milieu dans lequel on vit. Et lorsqu'on compare, par exemple, à travers des trajectoires de société qui ne sont pas issues de cette dualité entre nature et culture, et donc pas issues des religions monothéistes,
et qui peuvent être très modernes, au sens où on s'imagine la modernité. Je pense au Japon, par exemple. Donc, le Japon, c'est un socle philosophique qui se construit sur le shintoïsme et sur le bouddhisme importé de la Chine à partir du VIe siècle. En fait, il y a une multitude de manières de dire jeu au Japon. Il y en a plus d'une cinquantaine, et il y en avait encore plus avant la restauration Meiji, la fameuse fin des samouraïs. Et cette manière de dire jeu va dépendre du climat, de l'ambiance, de la personne à qui on parle. Voilà. On se rapproche d'une manière japonaise de parler lorsque notre enfant va faire une bêtise et on lui dit « papa te dit d'arrêter ». C'est-à-dire qu'on ne se définit pas comme un absolu, mais on s'est défini par rapport à la relation que l'on entretient avec notre interlocuteur au moment où on parle. En japonais, c'est toujours comme ça. Bref, c'était une parenthèse juste pour te dire, Michel-Marie, à quel point cette dualité est présente dans le moindre espace de nos quotidiens, dans le moindre mot qu'on utilise en permanence, et du coup la déconstruire à travers de nouvelles matérialités dans nos territoires. Ça va prendre énormément de temps, mais il n'empêche que c'est la clé principale, quoi. Voilà. Réparer ce gouffre qui nous sépare de l'altérité, humaine comme non humaine. Et il faut que les projets de transition écologique aillent dans ce sens. Mais comment se fait-il que ce néolibéralisme ait pu paraître, ou paraisse encore d'ailleurs, si désirable? Pourquoi tout le monde le veut? Qu'est-ce qui cache, qui le rende si invincible? Oui, parce qu'il s'est culbuté à des grands récits. Alors ça, Guillaume Faburel en parlera mieux que moi. Il a davantage déconstruit le récit métropolitain. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il s'ancre dans... Alors, déjà, le fait de s'agglomérer dans des villes, c'est très ancien dans l'histoire de l'humanité. Partant du principe que, par la concentration de la matière grise, les villes allaient permettre l'innovation. Et ça se prouve historiquement. C'est vrai que les mathématiques ont été inventées dans une ville, l'écriture a été inventée également dans une ville, etc. Mais il y avait des symétries entre ville et campagne. C'est plutôt ce qu'il faut retenir. Ce qu'amène la métropole, c'est une dissymétrie. C'est une forme de domination très forte entre la ville et la campagne qui l'entoure. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est le néolibéralisme, la concentration des flux, qui matérialise des spatialités très concrètes comme les métropoles elles-mêmes. Mais c'est aussi un récit de l'émancipation et un récit du progrès qui nous dit qu'au fond, dans les grandes villes, c'est là où il y aura le plus d'opportunités. C'est là aussi où on va pouvoir rencontrer des gens différents, voilà, des gens issus du cosmopolitisme. C'est là où on va pouvoir remettre en cause en partie nos acquis et s'enrichir de la diversité spatiale comme sociale. C'est des thèses qu'on retrouve par exemple chez Richard Florida, un très grand urbaniste et architecte des États-Unis, appartenant au courant libéral, qui a conseillé pendant des décennies la Maison Blanche dans la manière de fabriquer les spatialités. On est issu de ça aussi, voilà, en Europe et de manière générale dans le reste du monde. Pourquoi c'est des idées qu'on peut déconstruire? Si je prends l'indicateur de la diversité par exemple, c'est vrai que dans l'absolu, il y a plus de nationalités différentes dans une grande métropole que dans les petits villages de l'ouest de la France. Néanmoins, il y a tellement de monde dans les grandes métropoles que finalement on se met à avoir des sociabilités extrêmement choisies, extrêmement filtrées. On fréquente des gens qui sont comme nous, même niveau social, même niveau d'études, même goût, même conviction, mêmes envies. Tandis qu'à la campagne, tu choisis pas ton propre voisin, mais d'une certaine manière, tu es obligé de vivre avec lui. L'expérience de l'altérité est moins diverse sur le papier, mais beaucoup plus intense pour chaque relation qui compose notre quotidien. Et donc, suivant cette hypothèse, on vit au fond beaucoup davantage la diversité en campagne que dans les grandes villes. En tout cas, c'est une hypothèse de recherche également, quoi. Et c'est vrai que, j'aime bien aussi cette idée que, on vit dans un moment malheureux quand même, en Europe où on a complètement désintellectualisé le débat public, ce qui, je trouve, un immense danger. Quand on regarde qui était invité sur les plateaux dans les années 90, il y avait Claude Lévi-Strauss, il y avait Félix Guattari, il y avait... Il y a BHL maintenant, quand même. Oui, mais à gauche comme à droite, par exemple, Jean d'Ormesson était très invité sur les plateaux, et lui, plutôt issu de la droite sociale, disons, de la droite libérale, mais il y avait un intellectualisme derrière ça. Donc peu importe sa paroisse politique, on intellectualisait quand même beaucoup les choses. Il y avait cette idée que les médias, le service public étaient là pour émanciper l'intellect des gens, quoi. Faire en sorte d'outiller les gens pour que chacun réponde par lui-même aux grandes questions sociales et environnementales.
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et j'aime bien cette idée que si on donne du pouvoir d'agir au territoire, d'être obligé de dialoguer avec la différence, même si la personne qu'on a en face de nous semble avoir une trajectoire opposée à la nôtre. Bref, il y a un enjeu à ce que les territoires deviennent eux-mêmes les gardiens d'un renouveau démocratique demain. Et ça rejoint d'ailleurs des travaux que j'ai relus cet été, Michel, et je me suis dit, waouh, il faudrait les remettre sur le devant de la scène, quand même, dans le débat public. C'est les travaux d'Alexis de Tocqueville, qui disait déjà ça à son époque, là, dans ses 2 tomes sur la démocratie américaine. Il a ces mots très beaux, où il dit que dans un système pour trop jacobin, trop centralisé, tout ce qui nous est proche nous devient étranger. La rue, le jardin, l'église, notre propre voisin, parce qu'on va être dans l'attente qu'une force centralisée vienne s'en occuper. Par extension, c'est une entreprise de désintellectualisation et de dépolitisation des gens. Si on fait l'inverse, qu'on décentralise et qu'on redonne du pouvoir citoyen, on repolitise les choses, on repolitise les champs, on crée du régime d'appropriation qui peut peut-être amener les territoires dans le bon sens. Et Alexis de Tocqueville, c'était pas un gauchiste. Il appartenait à la pensée libérale. Mais il plaçait les territoires comme gardiens de la liberté. C'est ça qui est très beau dans sa pensée, et c'est quelque chose qu'on devait, à mon sens, redéployer. De toute façon, il faut parler des libéralismes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Dewey n'est pas Spencer, Spencer n'est pas Lippmann, Lippmann n'est pas Kenneth. Enfin bon, évidemment, il y a plein de pensées, enfin il y en a différents. Ce qui est toujours aussi très troublant chez moi, c'est que ce néolibéralisme semble s'adapter à n'importe quelle culture sous-jacente, à n'importe quelle proposition politique, à n'importe quel territoire, quelle que soit sa richesse, sa religion, ce qui a pu le traverser. Il mange absolument tout. Il est toujours apparemment séduisant, qu'on soit au Proche-Orient, en Chine, en Allemagne, ça n'a quasi aucune importance. Tout le monde se met à vivre selon ses préceptes. Qu'est-ce qui le rend aussi résilient et aussi séduisant que ça pour tout le monde? Je pense que c'est sa force, au fond, je résumerais ça comme ça, c'est sa force de récupérer tout ce qui fait valeur dans une société et lui donner un prix de marché. Voilà. En érodant toutes les autres valeurs qui peuvent structurer un échange. C'est vrai que le capitalisme, on le traite beaucoup dans les littératures à juste titre, pour les inégalités que ça peut provoquer. On le traite moins pour son autre visage, tout aussi performatif, qu'est sa forme d'impérialisme, quoi. Sa capacité à s'imposer à tout type de société, leur permettant l'accès au progrès, en sacrifiant sur l'autel de ce qu'on appelle le progrès, leurs valeurs symboliques, sociales, communautaires, spirituelles parfois. C'est Oscar Wilde qui disait ça, je crois, que le libéralisme donne un prix à tout, mais de la valeur à rien. Or, lorsqu'on perd ces autres valeurs qui structurent les échanges, quels qu'ils soient dans les sociétés, on perd un sentiment unitaire et on perd une capacité à se projeter ensemble de l'avant. Jean Mallory, l'anthropologue spécialiste des peuples inuits, a travaillé un petit peu sur ça. Et il a montré que l'arrivée du Danemark, les injonctions aussi à fuir les terres arctiques pour aller vivre sur les villes de la côte, sous injonction à recevoir les aides sociales de l'État danois, a entraîné une entreprise de déracinement total des Inuits eux-mêmes qui ont perdu leur symbolique et donc leur propre sentiment unitaire. Il a cette phrase aussi très belle, il dit que sans symbole, nous ne sommes rien, qu'un peuple de robots manipulés par le verbe et par l'image. Et le capitalisme, c'est un peu ça, finalement. Il y a un exemple en Afrique de l'Ouest que j'ai étudié, donc au Burkina Faso. Je parle beaucoup du Burkina Faso. Michel-Marie va peut-être le dire pour ceux et celles qui nous écoutent que je suis moi-même franco-burkinabé. Voilà, j'ai passé une partie de ma vie là-bas et je suis revenu marié, papa, naturalisé. Comme ça, c'était fait. Et c'est vrai qu'on a l'envie de continuer à construire notre vie entre les deux pays. Au nord du Burkina Faso, en pays peu, les Touaregs, dans la ville de Gorom, s'est imposé pendant longtemps sur les marchés locaux un lait industriel en poudre, venant surtout des Pays-Bas, qui est très fortement industrialisé, coûtait beaucoup moins cher à produire et donc à vendre sur les marchés locaux, que le lait patiemment trait à la main
par les populations peules elles-mêmes dans un milieu qui est pourtant très aride. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, comme c'est souvent le cas, mais c'était sans compter sur la fierté des Peuls et des Touaregs. Ils sont connus pour ça en Afrique de l'Ouest, d'être des peuples très pudiques, mais très fiers de leurs héritages sociaux et culturels. Et ces Peuls se sont mis à manifester contre ce lait en poudre, notamment avec des calebasses, ces fameux outils qui servent les femmes à porter du lait sur leur tête et à le vendre de cour en cour ou sur les marchés. Et dans leur message de revendication, ce qui était magnifique, c'est que ces Peuls et ces Touaregs ne s'opposaient pas simplement à l'entrée d'un lait de mauvaise qualité sur leur territoire. Ils s'opposaient à toutes les relations qui étaient menacées par ce lait, au fond. C'est ce qu'ils voulaient protéger, ces relations. Parmi ces relations, il y avait leurs grands récits sociétaux. C'est Ampateba qui disait ça. Il disait qu'un Peul sans troupeau, c'est comme un prince sans couronne. le lien aux vaches convoque des mémoires, convoque des symboles, convoque même ce qui fait richesse et symbolique dans cette société. Il mettait aussi en protection les liens qui les relient à leur milieu, au sable, au désert, à la Voie lactée, puisque pour élever des vaches dans un milieu si aride, ça demande de très bien connaître le mouvement des sables, la course de l'eau, la botanique locale. Et il voulait protéger les relations qui les liaient à leurs ancêtres également, car pour pouvoir élever des vaches également dans un milieu aride, ça demande des connaissances qui dépassent de très loin une seule vie humaine, quoi. Au fond, ce qui mettait en résistance, c'est la diversité de leur monde face à l'uniformité du nôtre. Et là, l'histoire est bien finie, puisque les Peuls ont su protéger finalement leur propre marché, leur propre réseau agricole, leurs propres équilibres écosystémiques. Mais pour une victoire, combien de défaites, combien même de combats qui sont tués dans l'œuf, qui n'arrivent pas à émerger à cause de ces luttes territoriales. Bon, le véritable enjeu, c'est pas forcément d'arrêter d'avoir des échanges internationaux. Peut-être qu'ils sont en partie la clé de la résilience. En tout cas, c'est des choses qui sont impensées actuellement dans le débat public ou dans les réseaux écologiques. Un exemple, c'est que dans la définition de la sécurité alimentaire travaillée par les Nations Unies, rentre en compte la capacité à chacun d'avoir accès à des produits qui correspondent à ses préférences culturelles. Et dans une France qui devient de plus en plus cosmopolite, et je trouve que c'est une magnifique nouvelle, pardonnez-moi de prendre parti ici, mais mon fils est métis, je ne vais pas dire le contraire, quoi. Et ben, ça demande de connecter les productions d'ici avec des productions d'ailleurs. Ce qui compte, à mon sens, c'est plutôt de réfléchir à comment on structure ces échanges de la manière la plus sobre et la plus écologique que possible, mais également de remettre de la valeur sociale, symbolique et culturelle dans l'échange. C'est ce qui structure, par exemple, dans les modèles agricoles, la plupart des circuits courts. Les circuits courts, c'est réacter un acte de confiance entre agriculteurs et consommateurs à l'échelle des territoires. Voilà. C'est qu'on remet de la valeur symbolique dans le fait d'acheter des carottes et de la valeur sociale. Voilà. Elle est là la clé, réaffirmer le lien et toute l'épaisseur que charrie le lien dans les échanges commerciaux, ce qui demande bien sûr de trouver des alternatives au modèle dont nous sommes les héritiers, quoi, le modèle économique en question. Oui, ça en prend vraiment pas le chemin. Macron en tête, les échanges, enfin le libre-échange semble être la seule façon de vivre. Nous, en France, évidemment, tout le monde sait ça, on consomme principalement des légumes et des fruits qui nous arrivent d'Almeria, donc d'un désert total, qu'il faut arroser à raison de plusieurs milliers de spiremorques par jour. Tout naît et est élevé dans des serres, revient chez nous avec des camions et les personnels qui travaillent là-dedans sont des esclaves modernes. On n'est pas du tout dans le territoire. Oui. En fait, oui, il y a des inerties qui sont très fortes et ces inerties se culbutent aussi à une grande bataille des récits à l'échelle nationale, voire internationale. Restons par exemple sur des exemples agricoles. Se structure aujourd'hui toujours dans le débat public, y compris parfois par des gens qui viennent des réseaux de l'agroécologie, des grands chercheurs ou des grands gérants de coopératives par exemple, qui disent qu'au fond les alternatives territoriales comme le sont l'agroécologie, la permaculture, etc., sont des démonstrateurs de territoire, mais on ne pourra pas miser sur elles pour nourrir l'humanité dans les modèles paysans tels qu'on les connaît aujourd'hui. Face à ça, d'autres personnes vont dire mais bien sûr que si, on peut y arriver, l'agronomie le montre.
on peut, sur une petite surface, être beaucoup plus productif par unité de main-d'œuvre, en misant sur les associations de culture, en misant sur le geste de la main et par extension sur des exploitations beaucoup plus petites, quoi. En fait, ces deux modèles ont un petit peu raison d'un point de vue scientifique. Tout dépend le modèle paysan, économique et démocratique que l'on mettra derrière. Il est clair que si on reste dans le modèle actuel tel qu'il fonctionne en France, un agriculteur sur 80 hectares minimum, c'est la moyenne des fermes en France actuellement. La moyenne des fermes, elle est de 80 hectares pour 360 000 agriculteurs, je crois, le dernier chiffre en France. Ben, c'est sûr que la production diminuera à l'hectare si on s'inspire des techniques de l'agroécologie, parce que pour que ce soit productif, ça demande énormément de main-d'œuvre à l'hectare, et un paysan ne peut pas gérer 85 hectares par lui-même. Par contre, si on réinstalle énormément de main-d'œuvre, si on réinstalle des paysans au champ, là, on peut avoir une agriculture en agroécologie qui nourrit très fortement l'humanité. Donc la vraie question, elle est là. Et du côté des acteurs agricoles, j'en parlais récemment avec des gérants d'une grande coopérative devenue multinationale. Je ne vais pas la citer parce que l'idée, c'est pas de la montrer du doigt, mais... Et d'un côté, je les comprends, ils sont sur une forme de fatalisme. La France a perdu 100 000 paysans les 10 dernières années. Et dans les 10 années qui vont suivre, 100 000 exploitations vont fermer leurs portes sans certitude de reprise, car les agriculteurs vont partir à la retraite. Lorsqu'on garde la jeune génération, à part dans nos milieux, c'est une extrême minorité de personnes qui souhaitent retourner à la terre, faire vivre les métiers de l'agriculture. Donc, ces grandes coopératives agricoles, ce qu'elles se disent, c'est que par effet mécanique, les exploitations vont grandir. On va perdre un agriculteur, mais il ne faut pas qu'on perde en surface utile. Alors d'une exploitation de 80 hectares en moyenne, on va passer par une exploitation de 100 hectares en moyenne. Ils sont bien au courant de la nécessité de décarboner les modèles agricoles, mais du coup pour eux, les solutions, c'est de trouver un apport technique qui permettra à ces agriculteurs de décarboner leur technique sans perdre en productivité. Sur la même surface, voilà, sur toujours 100 hectares. Et du coup, les solutions qu'ils mettent en avant, c'est les logiciels développés par Airbus pour mieux gérer les intrants agricoles, les OGM aussi, qui sont une manière de décarboner l'utilisation des pesticides, etc., quoi. Ils ne changent pas de paradigme, mais ils ne changent pas de paradigme aussi parce que la trajectoire de leur société leur montre que les gens ne retournent pas à la terre de toute manière, quoi. Voilà. Donc c'est là où il y a une bataille des imaginaires qui est très forte, très longue et qui crée des inerties vraiment importantes. C'est là où les choses sont un petit peu bloquées. Oui, c'est clairement un problème d'imaginaire. En fait, un enfant brillant ne va pas retourner à la terre, ne va pas devenir paysan, ne va pas renvoyer toute sa tribu au sens large 2 siècles en arrière, quand ils étaient pauvres, quand ils étaient en souffrance et quand ils étaient totalement dominés dans le corps social. Évidemment que ça, c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est de rouler avec une grosse voiture, c'est de partir en avion, en vacances à l'autre bout du monde en avion. On peut même aller se permettre de vivre quelques minutes ou dizaines de minutes en apesanteur, en ayant toujours sa 5G. Il faut pas être paysan, faut pas retourner à ça. L'imaginaire contemporain raconte ça, mais il faut aller au bout. Un enfant brillant, faut même pas qu'il soit géographe. On peut pas imaginer qu'un enfant qui a des réelles capacités et qui en plus accepte de passer 8 ans à faire des études supérieures extrêmement exigeantes, tout ça pour se retrouver maître de conférence dans une fac, je sais pas où il va avoir un salaire quand même, très très faible par rapport à un équivalent dans une multinationale, Veolia, qui on veut, Total ou un autre. Ça n'est pas enviable et les parents ne veulent pas ça pour leurs enfants. Et c'est ça l'imaginaire qui pose problème. C'est toujours en fait ce qui caractérise, je crois, vraiment l'époque dans laquelle on vit. Et là, je mets un petit peu tout le monde dans le même bateau, urbains comme ruraux. C'est qu'on a perdu la conscience des lieux. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit chez moi dans une terre de jardins et de chevaux sans jardiner ni chevaucher. On vit sur le littoral breton sans prendre la mer, sans même la connaître, sans connaître son fonctionnement écologique. Or, on n'aime que ce qu'on connaît et on protège que ce qu'on aime. La connaissance est la première pierre finalement d'une société du prendre soin finalement, quoi.
Et cette inconscience des lieux est travaillée au quotidien dans notre modèle éducatif, dans notre fabrique des imaginaires, etc. Et dès lors, les métiers qui ont eu une forme de corporalité avec les lieux sont vus pas forcément comme des métiers attractifs. Donc c'est clair qu'il y a une question des imaginaires. Redéployer tout ça dans la fabrique des imaginaires pour les rendre davantage attractifs. La deuxième chose qui joue, c'est aussi l'évolution des mœurs contemporains qui se confrontent aux propres inerties agricoles, si on reste sur le modèle agricole. Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, même dans les milieux alternatifs, dans les milieux très engagés, on aime changer de métier au cours de notre carrière professionnelle. Je crois que les derniers chiffres là, sur les nouvelles générations, j'avais vu, c'est on change 10 à 12 fois de métier dans notre carrière, quoi. Alors qu'avant, la génération de mes parents, c'est pas si vieux, hein, on pouvait rester toute sa vie dans la même entreprise, dans la même boîte et faire carrière dans la boîte. Un agriculteur, il ne peut pas changer de métier. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée dans l'agriculture, il coûte très cher. C'est énormément d'investissement. Reprendre une ferme, acheter les terres, les étables, le cheptel, c'est 300 000 € de moyenne. Les petites fermes en maraîchage, c'est beaucoup moins cher. Les grandes fermes de la Beauce, c'est beaucoup plus cher. 300 000 € pour une unité de main-d'œuvre, je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est plus que l'industrie lourde. C'est une chambre de bonne à Paris, 300 000 €. Tout est relatif. C'est une chambre de bonne à Paris, mais ce que je veux dire, c'est que l'investissement pour un agriculteur coûte très cher, en fait. Et pour qu'il ait un retour sur investissement, c'est 40 ans de travail, quoi. Voilà. Dans l'industrie lourde, construire une industrie lourde, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte plusieurs, parfois dizaines de millions d'euros. Mais puisque cette industrie, elle va recruter 300 personnes, voilà, et même plus sur toute sa durée de vie, et le prix d'investissement par unité de main-d'œuvre est beaucoup moins cher par salarié, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est un enjeu, c'est quel modèle social on trouve pour permettre plus de fluidité aussi dans les systèmes agricoles, pour permettre à quelqu'un de faire ça 10 ans et pouvoir changer de métier s'il le souhaite. Et par extension, quelqu'un qui vient d'ailleurs pouvoir retourner à la terre pendant 10 ans s'il le souhaite. Je pense que c'est tout ça qu'il nous faut réinventer pour espérer un jour avoir 1 million de paysans en France à la place de 300 000. Quoi. Ouais, mais pour ça, il faut reconnecter quelque chose qui est aujourd'hui totalement décousu. Aujourd'hui, on travaille éventuellement dans un boulot parfaitement inepte, ça n'a pas d'importance, on y travaille beaucoup, pour pouvoir accéder à un certain nombre de plaisirs, un certain nombre de vacances, un certain nombre de reconnaissances, une belle voiture, une belle maison, des vacances aux Philippines, dans des endroits classieux. Et ces deux entités n'ont pas de lien. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être très difficile de retourner, par exemple, à la terre ou à autre chose, hein, mais c'est de dire on veut un travail qui ait du sens, qui soit lié à un territoire et à une histoire. C'est très mal connoté, et ce qui est fou, Michel Marie, c'est que la géographie elle-même, la science qui est censée être la première gardienne de la diversité des territoires, a charrié aussi ces imaginaires du tout mouvement, du tout urbain, du tout métropolitain. Je vais te raconter une anecdote. Lorsque j'ai commencé ma thèse de doctorat, donc moi j'ai travaillé sur les Cévennes, comme j'exprimais tout à l'heure, et plus particulièrement sur la capitale des Cévennes, la ville d'Alès, une ville qui a souffert de la désindustrialisation et où des personnes qui ne trouvent pas tellement d'opportunités sur le territoire, qui n'ont pas beaucoup d'argent, retournent à la terre, portent des projets de jardins familiaux. Et toute l'épopée de ma thèse, ça a été de toquer à la porte des jardins pour savoir ce qui s'inventait un peu derrière la porte, quoi. Et lorsque j'ai commencé ma thèse, je me souviens de directeur dans mon laboratoire de recherche qui m'avait dit « Damien, toi, tu vas travailler sur les invisibles. » C'est vrai que moi, je ne comprenais pas cette phrase au départ. Je me suis dit « Mais comment ça, les invisibles ? Moi, dans mon quotidien, je ne vois que. Ces invisibles, c'est mes oncles, mes tantes, c'est mes grands-pères, en tout cas la mémoire de mes grands-pères. C'est les copains que je rejoins pour aller jouer au foot. C'est tout ce qui compose la plupart de mes sociabilités. » Mais c'est vrai que je me suis rendu compte au fil de ma thèse de doctorat que déjà la plupart des recherches en géographie étaient concentrées sur les grandes villes. J'étais l'un des seuls à travailler sur une ville moyenne anciennement industrielle, quoi. Dans les doctorants de ma génération, ça se comptait sur les doigts d'une main par rapport à tous les doctorants en géographie, quoi. Et puis, c'est vrai que dans ces lieux de pouvoir, que peuvent être par exemple les cercles politiques, les grands cercles d'entreprise ou les universités, qui sont la création de savoir est un pouvoir. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de Lyonnais, il y a beaucoup de Nantais, il n'y a pas beaucoup de Cévenols, il n'y a pas beaucoup de Sartois, il n'y a pas beaucoup de Mayennais, malheureusement, quoi. Et donc c'est vrai que dans ces cercles de pouvoir, on ne voit plus les gens qui composaient quand même la plupart de mes sociabilités. Et ça a entraîné une distance
de la géographie elle-même, des chercheurs eux-mêmes avec les territoires qu'ils étaient censés enquêter, qu'ils étaient censés valoriser. De là, l'émergence de concepts et d'expressions, par exemple, comme France périphérique, Diagonale du vide, Ceux qui ne sont rien, des titres de bouquins, écrits parfois par des géographes eux-mêmes. Oui, on ne se rend pas compte à quel point... Dans tes collègues, certains utilisent le gradient d'urbanité. Exactement, on ne se rend pas compte à quel point c'est un vocabulaire qui est d'une violence sans exemple. Pour les territoires et pour les gens qui y vivent, comme j'exprimais tout à l'heure, un territoire à partir du moment où c'est là où on fait grandir nos enfants, c'est un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Et même si ce territoire a été blessé au fil du temps, ça reste un repère important dans la vie des individus, et c'est comme ça qu'il faut en parler dans le débat public. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça peut basculer un jour? Est-ce que c'est les chaînes d'approvisionnement qui s'effondrent, qui se cassent en fait? Parce que des maillons sautent et que comme c'est systémique, tout s'arrête et on n'a plus d'eau, on n'a plus de blé, on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi se soigner, et que cette angoisse subite comme ça va nous amener à interroger donc notre façon de vivre. Ou est-ce que ça va être une sorte de messie, je dirais, je rêve à une sorte d'Aurélien Barraud comme ça qui brusquement va devenir le mentor de toute l'humanité et on va changer totalement de paradigme? Ça ne sera pas l'œuvre d'un homme, ça j'y crois pas du tout. Au contraire, ça serait jouer sur les mêmes clichés d'uniformisation qui nous ont mis dans la panade, quoi. Ça viendra de la relation à l'autre, au fond. Et cette relation, comme j'exprimais, elle se développe plutôt à l'échelle des lieux, à l'échelle des territoires. C'est en misant sur toutes les opportunités qui émergent du lien, y compris des opportunités économiques, qu'on y arrivera, à mon sens. D'où l'immense enjeu premier, il faut le faire vite parce qu'on manque de temps, de repeupler nos mondes, de repeupler nos cartes, de repeupler nos projections. Il y a une pauvreté dans la manière de représenter nos mondes, y compris en géographie. Quand tu regardes une carte, en fait, il y a plus de vide que de plein sur les cartes. Et ce qui fait le repère des cartes, c'est les frontières. Le relief, les frontières d'une ville, les frontières d'un pays ou d'une nation. Ça me fait penser à cette fameuse phrase d'Yves Lacoste, déjà à son époque, un grand géographe. Il disait « La géographie sert avant tout à faire la guerre ». C'est vrai. Comment on représenterait nos espaces, nos territoires, si la géographie servait avant tout à faire la paix? Voilà. Et bien ça demande de remettre en scène l'altérité qui approche de chez nous, de relever les mondes comme ça. Un peu comme on voyait, tu sais, dans les vieilles cartes, quoi, où tu avais une carte de l'Amérique latine à travers les animaux qu'il y avait en Amérique latine, le jaguar, le tapir. Alors on pouvait en rire de ces cartes qui fabulaient les mondes de là-bas. Mais l'immense mérite qu'elles avaient, c'est que voilà, elles soulevaient un imaginaire, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, quoi. Et donc il faut retourner à la monographie. À mon sens, il faut retourner aux sciences du paysage. La géographie a abandonné les paysages. La géographie pense connaître les territoires en disant on n'a plus besoin de faire des monographies. Comme j'exprimais tout à l'heure, je pense qu'on n'a jamais autant peu connu les territoires dans lesquels on vivait, quoi. Au contraire, il faut retourner à la monographie. Et puis je dirais aussi, Pierre-Henri, il y a aussi un changement individuel à avoir dans la manière dont on regarde les lieux dans lesquels on habite. Ils vont beaucoup dépendre de notre propre manière de les regarder, ces territoires. Ça me fait penser à un joli conte soufi. C'est un beau conte que j'aime beaucoup. Bon, moi, je ne suis pas conteur. J'ai été formé au conte, mais de là à me dire conteur, ce serait présomptueux. C'est un horizon que je poursuis en tout cas. Donc, je vais le raconter à ma manière. Pardonne-moi si c'est mal raconté, Michel Marie, mais je trouve qu'il dit de belles choses, quoi. C'est que, bon, ça se passe dans des temps très lointains, et il y a un étranger qui arrive dans un village. Il demande à un commerçant, assis là, « Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens ici ?» Le commerçant, levant les yeux vers l'étranger, lui répond par une question. « Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» Et l'étranger lui dit sans hésiter, « Ils étaient mauvais et peu accueillants. C'est pour ça que j'en suis parti d'ailleurs. » Alors le commerçant lui répond, « Tu trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un deuxième étranger arrive dans le village et pose la même question au vieil homme, qui lui répond de nouveau par une question. « Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» Et là, le deuxième étranger lui dit, « Ah, ils étaient gentils, j'y avais beaucoup d'amis et j'étais triste d'en partir. » Et le vieil homme lui répond, « Alors tu trouveras les mêmes ici. » Il y a un chamelier qui a brevet ses chameaux juste à côté, qui entend les deux conversations. Dès le deuxième étranger parti, se rapproche du commerçant et lui dit sur un ton de reproche, « Comment tu peux donner deux réponses si différentes
à la même question. Et le vieil homme, après un moment de silence, lui répond, tout simplement parce que chacun porte en lui son propre univers. Ouais. La phrase est, enfin, je trouve ce conte grandiose parce que il illustre un peu ce que j'ai essayé de défendre avec toi, là, Michel Marie, aujourd'hui, c'est à quel point on a besoin de repeupler nos mondes, tout simplement pour changer de lunettes dans la manière de voir les territoires et d'en réouvrir des opportunités, quoi, tout simplement. Oui, c'est évident qu'on a on nous a mis des lunettes sur le groin, tous, à peu près les mêmes, on voit tout le monde voit un peu le monde de la même façon, et aujourd'hui, il est vraiment, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça, il est grand temps de refaire des particularités. Des enfants qui, parce qu'ils sont nés quelque part dans une histoire particulière, vont devenir des enfants différents d'autres qui seraient nés ailleurs et autrement, et qu'il faut remettre justement de la diversité et donc de remettre d'autres récits et de croiser plein d'autres façons d'habiter le monde. Je pense que déjà, il faut accorder beaucoup de sérieux, et plus que ce qu'on le fait, à la fabrique des imaginaires. Parfois, y compris dans les milieux écolos, on a tendance à regarder un peu de haut ceux et celles qui travaillent les imaginaires en disant « c'est pas très concret, quoi, ton truc ». En fait, les imaginaires sont très performatifs. Ils créent des filières, ils tissent des mondes, ils changent des spatialités au sens littéral du terme, quoi. Je vais donner un exemple très simple, mais ça s'observe à toutes les échelles. Lorsqu'on va à Sète, ville grandiose, tu connais bien ? Georges Brassens est présente partout à Sète. Nom de rue, nom de place, nom de parc, street art, donc symbolique de la ville. Et puis une nouvelle filière économique. On crée des produits, les boulangeries créent des baguettes au nom des chansons de Brassens, etc. Ça crée des filières, des opportunités économiques. Donc les imaginaires sont performatifs dans les territoires. Et dans ces imaginaires, il y a des choses qui rassemblent, sur lesquelles on peut miser. Les territoires sont l'un des totems qui rassemblent. Je vais te donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais tout le monde connaît, donc c'est pour ça que je me permets de le citer. Quand tu regardes le succès qu'a une émission comme Échappée belle, par exemple, qui est pour le coup très carte postale, qui dit on découvre pas vraiment un territoire dans sa complexité grâce à une émission comme Échappée belle. Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait toujours 2 millions de téléspectateurs tous les samedis soirs. Ça montre à quel point les territoires, il y a quelque chose d'un peu intemporel qui fédère les gens, tout simplement. Donc on doit miser sur les lieux dans lesquels on habite, aussi parce que, comme j'exprimais tout à l'heure, à partir des lieux, des concepts philosophiques se ressentent dans nos propres chairs, quoi. Voilà. Donc on peut se les approprier et on peut à notre tour les matérialiser. Mais un autre truc très fédérateur dans la fabrique des imaginaires, c'est la pop culture elle-même, quoi. Faut la prendre très au sérieux, la pop culture. Pour, je dirais, au moins 3 raisons. La première, c'est que tout le monde la connaît, c'est des symboles partagés de nouveau communs qu'on peut mettre en scène. La deuxième, c'est que quand on analyse la pop culture, eh bien, on se rend compte que un film, un manga, on dit toujours beaucoup plus sur l'époque pendant laquelle il a été réalisé, ce film, que sur l'époque à laquelle il cherche à faire référence. Si je prends le manga One Piece, par exemple, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le manga One Piece, on dit beaucoup plus sur les valeurs qui structurent notre propre société que sur l'âge d'or de la piraterie auquel le manga fait pourtant référence. Pour la génération Y, la génération de mon âge, un film qui a marqué mon adolescence, c'est Le Dernier Samouraï, avec Tom Cruise. Ce film, il en dit beaucoup plus sur la manière dont on a vu le Japon au début des années 2000 et sur les valeurs qu'on y projetait que sur l'événement historique à laquelle il fait référence, la restauration Meiji et la fin des samouraïs. D'ailleurs, le film mélange 2 événements historiques qui ont quand même au moins 2 décennies d'écart, ce qui est beaucoup à l'échelle d'une révolution, quoi. Voilà. Et la troisième raison à laquelle il faut accorder pas mal d'importance à la pop culture, c'est que tout simplement, ça réouvre nos imaginaires. Ça montre que la flèche du temps n'a pas qu'un seul sens, et qu'au fond, dans la manière de construire des futurs dans nos territoires, on est quelque part limité que par les frontières de notre propre imagination, quoi. La pop culture dynamite les frontières qu'on s'impose à nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sur le chapitre fabrique des imaginaires. Et après, je pense qu'effectivement, l'un des moments qui mettra les gens en mouvement, c'est quand il y a des traumatismes territoriaux qui se mettent en place. Et ça a été référencé par la science, quoi. Un traumatisme territorial, c'est l'inverse du mal du pays. Le mal du pays, c'est quand on n'est pas dans un territoire et que ce territoire nous manque.
Un traumatisme territorial, c'est quand un lieu nous quitte alors qu'on y vit toujours. Parce que quelque chose qui s'y est passé nous met dans une situation d'insécurité et d'inconfort, mais que cet inconfort incite à réparer, justement, ce traumatisme pour retrouver la sécurité qu'on avait eue avant, quoi. Donc, des traumatismes vont mettre les gens en mouvement. La question, c'est de préparer le terrain pour que ces traumatismes ne soient pas trop violents, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est assez classique, on l'entend beaucoup dans les milieux de l'écologie, mais c'est vrai que j'y crois aussi. L'idée, c'est de préparer des alternatives, qu'elles soient prêtes à épauler les gens lorsque les gens en auront besoin, quoi. Voilà. En espérant qu'ils y viennent avant, grâce à la fabrique des imaginaires. Mais s'ils y viennent qu'après coup, au moins ce sera là, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, je reste optimiste, hein. C'est vrai que c'est peut-être aussi mon âge qui fait ça, mais en même temps, c'est important de garder la foi, quoi. La foi au sens de ce qui nous fait lever le matin. Voilà. Sinon, on resterait dans notre lit, quoi. Damien Deville, merci pour cet échange. Toi, j'espère à très bientôt à l'occasion de la sortie d'un livre ou je ne sais quel autre événement. Merci. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, Michel-Marie. Je dis que je suis très honoré que tu m'aies proposé. Je connais très mal Saint-Étienne, mais mes grands-pères étaient mineurs ici. Et donc, je suis très honoré de croiser la pensée avec des gens d'ici. C'est une manière de renouer avec les fantômes qui composent ma propre existence. Donc, merci pour ça.